à tous. Merci d'avoir accepté de participer à ce Digital Day. Alors, c'est un petit peu moins sympathique que nos after-work historiques que certains d'entre vous connaissent bien. J'espère que très rapidement, on pourra revenir à une activité en présentiel et qu'on puisse de nouveau se fréquenter et participer à ce moment chaleureux qu'on a l'habitude de partager. En tout cas, donc, on a choisi de maintenir quand même cet événement avec vous sous un format un peu plus digital qu'à l'habitude. En tout cas, ça vous permettra d'être plus efficace et de participer à un certain nombre d'ateliers, ceux qui vous intéressent le plus. Le thème, effectivement, aujourd'hui, c'est Ténor. Ténor, c'est plus que le DI, c'est de la donnée et on va notre offre zéro carbone. Aujourd'hui, sachez que vous devez peut-être le savoir déjà, hein, le numérique représente 10% de la consommation mondiale d'énergie. 10% de la consommation mondiale, c'est juste colossal. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça dérive? Première chose, le SaaS. Sachez que le fait de travailler en SaaS plutôt qu'en on-premise, c'est une économie d'énergie significative. Sachez que vous utilisez en moyenne 15% des ressources de votre serveur quand vous êtes en on-premise. Nous, on va utiliser 65% du serveur. Que, en plus, la mutualisation des serveurs dans un data center permet de faire une économie d'énergie de 29%, parce qu'effectivement, on a un système électrique d'alimentation, un système de sauvegarde, un système de réfrigération unique pour l'ensemble des serveurs. Donc, c'est les deux combinés, ça fait déjà 84% d'énergie. Donc, entre passer de l'on-premise au SaaS, c'est 84% d'énergie en moins. Donc, ça, c'est première chose très importante. Deuxième chose, choisir le bon partenaire. On utilise des data centers qui utilisent 100% d'énergie renouvelable. Donc uniquement de l'énergie venant de barrages hydroélectriques, d'éoliens et de photovoltaïque. Ça, c'est un choix. Donc on est sur une énergie verte. Mais pour compléter ça, cette année, donc Ténor va lancer EDI Green, donc un EDI compensé carbone en plus. Donc vous aurez la possibilité de souscrire à cette offre comme vous pouvez avoir de l'électricité chez EDF Green. Là, on vous garantira un EDI Green, effectivement, avec des plantations d'arbres en compensation de tout ce qu'on ne sait pas compenser. Effectivement, vous voyez ici une route qui est assez vide et qui indique qu'il y a un certain nombre de choses à faire et une direction entre maintenant, 2023, où un certain nombre de choses vont commencer, et 2025, où normalement tout aura été fait. Alors, quelles sont ces nouvelles obligations pour la facture électronique qui se préparent, vous allez voir, assez vite? La première, c'est de dire il y aura une obligation de facture électronique pour tous dès 2023. Alors j'insiste, pour tous dès 2023, parce qu'on entend 2023 à 2025. Certains peuvent se dire, moi j'y serai peut-être que plus tard. Non, c'est tout le monde va être concerné dès 2023. Entre assujettis, donc cette obligation c'est pour le B2B domestique, et les assujettis c'est en gros toute entité qui a une activité commerciale, donc c'est quasiment tout le monde. Par exemple, les micro-entrepreneurs, même s'ils ne sont pas soumis à TVA, seront bien dans l'obligation d'émettre des factures électroniques et d'émettre des données à l'administration comme les autres. Les seuls qui ne seraient pas concernés, c'est ceux qui n'ont pas encore d'obligation, enfin qui n'ont pas d'obligation ou qui ont un assouplissement de leurs obligations en matière de facturation. Dans certains secteurs, il n'y a pas été ajouté l'obligation de faire des factures électroniques. Par contre, elles sont probablement soumises à l'obligation de réception. J'y viens tout de suite. Donc la première des choses, effectivement, et c'est le bon sens, c'est que si on veut avoir une obligation d'émettre des factures électroniques, il faut que ceux qui reçoivent aient l'obligation de recevoir, et tous, puisque sinon, il y a des gens qui seraient obligés d'émettre des factures électroniques, alors que d'autres pourraient les refuser sous forme électronique, ce qui deviendrait kafkaïen. Donc effectivement, toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises, auront l'obligation de recevoir et d'accepter des factures électroniques au 1er janvier 2023. Donc pour ça, il faut être en capacité de savoir recevoir ces factures. Alors tout de suite, la question d'après, c'est recevoir quoi? Est-ce que je devrais recevoir n'importe quel format de fichier de facture électronique qui existe sur la planète ou en France déjà pour commencer? Et il y en a quand même un certain nombre. On sent que c'est pas possible. Donc on va fatalement aller vers un nombre restreint de formats obligatoires en réception, c'est-à-dire des formats que je ne pourrais pas refuser. Probablement plus qu'un seul. Et puis certainement avec des données, puisqu'il y a des données qui seront exigées pour l'administration et qui seront donc à fournir dans ces formats.
Et puis, dernier point, on a parlé de la représentation lisible. Est-ce qu'elle est incluse, elle fait partie de l'obligation? Est-ce que le format doit contenir une représentation lisible comme le fait FactorX? Ou est-ce que effectivement, quand on est dans des formats tout à fait complètement structurés, eh bien, ce sera aux solutions et donc aux prestataires potentiellement, aux solutions utilisées de recréer à chaque fois ou d'être en capacité de recréer le lisible intégral, ou les deux sont possibles. Alors, la deuxième partie de l'obligation, c'est une obligation d'émettre. Et donc là, elle est progressive, comme on a fait sur le secteur public. 2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les ETI et 2025 pour tout le monde. Normalement, c'est le 1er janvier à chaque fois. Bon. Et quels sont les formats? Alors là, on peut estimer que les formats vont être plus libres, parce que justement, on voulait que les flux existants ne puissent pas être changés. Alors, ça veut dire quoi, plus libre? Ça veut dire que déjà, il faut que chacun soit quand même en capacité de faire les formats obligatoires en réception, puisque c'est les seuls que les destinataires ne pourront pas refuser. Par contre, comme ça existe déjà aujourd'hui, on peut très bien, les entreprises peuvent se mettre d'accord pour se dire, nous allons nous échanger tel format, parce qu'on le fait déjà, et puis parce qu'il contient toutes les données qui vont bien, que l'administration demande. Malgré tout, si nous voulons faire ça, il faudra passer par des plateformes certifiées, donc il y aura un mécanisme de certification de ces plateformes. Moi, ce que j'en retiens, pour moi, 2023, c'est effectivement, et ça va dans le sens de la conclusion, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Votre organisation avec l'installation de DEX, ça va se configurer de la façon suivante, où vous allez avoir votre système d'information avec vos différentes applications, que ce soit les ERP, la comptabilité, le reporting, les services RH qui ont souvent leurs propres outils, et puis un service central, le back-office, mais également DEX peut être interconnecté avec le monde extérieur, avec des clients, des partenaires, des logisticiens, des fournisseurs, ou également même vos filiales quand vous en avez. La crise actuelle a montré un certain nombre de faits marquants et surtout exacerbé le fait qu'il y a un manque d'informations en temps réel pour des prises de décision rapides. Et on l'a bien vu, lorsqu'on n'a pas une bonne visibilité sur les stocks, lorsqu'on n'a pas une bonne visibilité sur les appros, les retards potentiels au niveau de ces appros, etc., ou des livraisons, des expés, on ne peut pas prendre des décisions éclairées. Qu'il y ait un manque de collaboration en temps réel, et ça a été aussi montré et prouvé, même si on peut dire qu'il y a de la collaboration avec des fournisseurs, avec des partenaires, des sous-traitants, etc. Ce n'est pas forcément du temps réel, ce n'est pas forcément hyper efficace tout le temps. Et donc ça, c'est des choses qui ont été exacerbées, qui justement justifient l'adoption, plutôt la recherche de technologies qui vont compléter l'existant. Et puis, la dernière chose, c'est cette notion de gestion face aux aléas, face aux imprévus. Et il y en a toujours eu des imprévus. On les gérait au jour le jour. Lorsque c'était des gros comme là, le Covid, comme il y a eu Fukushima, comme il y a eu la crise financière, etc., souvent on gère au fil de l'eau. Mais ces aléas, ils font que se répéter et s'accélérer et se multiplier. On parle Le déploiement EDI des fournisseurs, bien sûr, il y a 3 enjeux principaux autour de cette activité. Le premier enjeu, c'est de dégager un retour sur investissement. Bien sûr, puisque ça va demander des efforts, ça va demander des moyens. Le but derrière, c'est d'amortir ces efforts et ces moyens à travers une réduction des coûts, à travers un raccourcissement des délais, à travers une fiabilisation des échanges, une amélioration de la qualité. Le deuxième objectif, et il est assez évident, ça va être de ne pas perturber la vie courante. Les usines doivent continuer de tourner, les flux doivent continuer de fonctionner. Donc attention, on veut éviter la sursollicitation de ressources, on veut éviter que les tests provoquent des ruptures d'approvisionnement, bien sûr, il faut même l'empêcher carrément. Donc la non-perturbation de la vie courante, c'est quelque chose d'important. Et puis évidemment, maintenir une bonne relation avec les fournisseurs. Le déploiement des fournisseurs ne doit pas être l'occasion de se fâcher avec son panel de fournisseurs. Ça serait extrêmement dommage. Cadia, c'est une association loi 1901 que vous connaissez, qui a pour vocation de traiter toutes les questions d'échange dans les flux physiques et d'échange d'informations entre les acteurs de la filière automobile. Donc c'est bien notre vocation.
Et en ce qui concerne le pendant des flux logistiques au niveau flux d'informations, donc on a tout ce qui concerne le domaine B2B, EDI, e-invoicing, avec donc les standards de messages EDI que vous connaissez tous, sur que ce soit les prévisions, les appels, les avis d'expédition, et j'en passe. Dans le cadre des travaux d'aide, nous avons surtout travaillé sur la gestion, les process d'amélioration de gestion des emballages vides. Et nous, donc on s'est dit au niveau de Galia, il faut aussi qu'on travaille du coup sur notre message d'avis d'expédition afin d'y intégrer les emballages vides et les accessoires, de façon à boucler et avoir un process de gestion d'emballage complet, efficace. Bon, donc vous voyez, c'est une automatisation des échanges en utilisant les messages EDI pour diminuer bien évidemment les temps de saisie et les erreurs, et puis une fiabilisation des données afin de diminuer les dysfonctionnements actuels. Voilà, donc notre bien commun, c'est bien de créer des standards, et qu'un standard, par définition, devient un standard réellement sur le terrain quand il est déployé dans les entreprises. Nous travaillons avec notamment un réseau de 230 GS1 partenaires, donc Ténor en fait partie. Ce sont des offreurs de solutions, des cabinets conseils, etc., qui sont en capacité, au travers leurs services et leurs solutions, de mettre en œuvre les standards GS1, et nous constituons parfois avec eux, bien évidemment, des groupements pour aider nos adhérents dans le déploiement de ces standards. Quel que soit le projet de traçabilité, quels que soient les moyens, les solutions qui vous permettront de développer un projet de traçabilité, il vous faudra toujours identifier les produits, les matières premières, les composants, les lieux, les acteurs avec qui vous travaillez, les dates, enfin voilà. Il faudra toujours faire ça, quel que soit le standard qu'on utilise, quel que soit le langage. Il vous faudra toujours, évidemment, automatiser ces informations, hein, les capter, automatiser ce process de traçabilité pour qu'il soit le plus efficace, le plus quotidien et le plus récurrent dans l'entreprise, pour enfin devoir partager ce que vous avez à partager en externe, mais également en interne au sein des différents services de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est une vision partagée de l'avenir de l'automobile et son industrie et de ses services. Ça s'inscrit pleinement dans ces doubles révolutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et on a défini 5 grandes thématiques, donc majoritairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est à peu près proportionnel aux investissements futurs dans la prochaine décennie, c'est 80% de l'activité sera autour de la transition énergétique écologique. Avec la première, c'est continuer le trend fort qu'on avait sur les véhicules électriques, hein, qui a démarré à la décennie précédente, avec des projets structurants de sa chaîne de valeur. Il faut continuer à travailler sur les moteurs électriques, sur l'électronique de puissance, sur les cellules et les packs de batterie. Donc ces trois grands axes, en fait, sont des axes prioritaires du développement de la filière. Ensuite, on a travaillé, comme j'ai dit, sur l'hydrogène, donc véhicules, bien sûr, mais équipements et stations d'hydrogène, hein, parce que ça soit en électrique et que ça soit en hydrogène, le problème de l'infrastructure est un problème qui est primordial. C'est pas le tout d'avoir des produits qui permettent de rouler dans des énergies données si on n'en a pas la possibilité de se recharger ou de s'avitailler. Donc, en cohérence avec des objectifs fixés donc, dans le plan national de l'hydrogène, le plan national de l'hydrogène, on l'a présenté le 8 septembre dernier, et ça a fait l'objet de construction après de projets communs pour l'IPCEI et de ce qu'on a appelé du matchmaking avec les pays limitrophes. Donc, on a déjà travaillé du partage avec l'Allemagne, avec l'Italie, et ce mois-ci, on est en train de travailler avec l'Espagne pour avoir des projets communs sur cette fonction hydrogène. Le troisième axe, c'est les matériaux innovants et leurs assemblages. Donc, comme je l'ai dit, il y a des sujets comme l'allègement qui sont toujours vertueux.
Et de toute façon, on doit prendre en compte l'éco-conception dans notre conception future et avoir cette démarche d'analyse cycle de vie qui est fondamentale. Et puis le quatrième axe, et c'est plutôt orienté pour les véhicules un peu plus lourds ou d'usage, ce que j'appelle l'usage plus intensif, c'est les véhicules à base de carburant décarboné. La problématique du dégagement carbone et des émissions carbone du secteur routier, c'est pas lié aux ventes, c'est lié principalement au parc. Si vous regardez aujourd'hui, on a un parc européen qui est de l'ordre de 300 millions, alors qu'on a en véhicules légers produit un peu moins. Cette année, c'est pas une bonne année, mais une année moyenne aujourd'hui, c'est entre 13 et 15 millions. Et donc, on renouvelle, en gros, en France, c'est 5%, et dans certains pays, c'est au maximum 7% chaque année. Ça veut dire que le renouvellement d'un parc se fait en plus de 15 ans. Et ce qui pollue, ce n'est pas les voitures qu'on vend cette année, c'est les voitures qui roulent cette année et qui ont été vendues il y a une dizaine d'années. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Et une des solutions, c'est remplacer les carburants fossiles qu'utilisent ces voitures par des carburants on pourrait dire plus neutres en carbone, et en particulier donc des usages de type biocarburant, voire carburant synthétique, voire gaz ou biogaz, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette feuille de route, donc on l'a orientée quand même très technologie voiture. Donc, l'hydrogène, la problématique de l'hydrogène, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la prendre dans son écosystème global. Donc, d'abord, produire de l'hydrogène décarboné, donc idéalement d'hydrogène vert, donc issu de fabrication à partir d'énergies renouvelables et si possible donc avec de l'électricité décarbonée par électrolyse probablement et qui permet de le faire. Ensuite, il faut le distribuer et une fois qu'on l'a distribué, il faut l'utiliser. Et dans les utilisations, en fait, il y a plusieurs types d'usages. Aujourd'hui, l'usage principal de l'hydrogène, vous le savez, il est plutôt industriel. Hein. Ça sert à décarboner les aciéries, à décarboner les cimenteries, ça sert à faire des engrais, l'ammoniac, des choses comme ça. Et ça sert très peu pour la mobilité. On a quand même très peu de mobilité à hydrogène. Demain, la mobilité prendra plus d'ampleur, mais ceux qui en ont le plus besoin, c'est avant tout déjà les avions. Il va falloir qu'on trouve le moyen de remplacer le kérosène. Les gros tankers, vous savez que les 60 plus gros tankers qui naviguent sur les océans, ils polluent autant en termes de particules que l'ensemble du parc automobile. Hein. Donc il faut travailler déjà les gros bateaux, et puis après, il faut travailler aussi le ferroviaire, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 50% du réseau ferroviaire qui est électrifié. Si on veut garder la possibilité d'avoir des transports publics et communs qui vont jusqu'au fin fond de nos campagnes, eh bien, il va falloir qu'ils y aillent sans utiliser de diesel, en fait, et donc ça sera forcément un complément aux véhicules électrifiés. Et ensuite, nous, on a des véhicules lourds qui sont à des usages très intensifs, et puis après, vous aurez les véhicules utilitaires légers, et après, vous aurez peut-être les véhicules particuliers. Donc, on s'aperçoit que même la mobilité routière, c'est le bout de la chaîne hein, pour l'hydrogène. Donc, d'abord, c'est développer l'écosystème, donc être capable de décarboner l'hydrogène et de le produire en masse de façon accessible et pas chère. Ensuite, l'appliquer pour la mobilité terrestre, au départ sur des flottes captives professionnelles, et on parle surtout des véhicules utilitaires légers, des bus et des camions à usage intensif. Donc, on s'est donné des objectifs en 2023 et 2028. Hein. 2023, 5000 voitures hydrogène qui roulent et 200 véhicules lourds, bus et camions. Et en 2028, entre 20 000 et 50 000 véhicules légers et 5 000 véhicules lourds.